Euh, je pense que la thématique qui nous rassemble aujourd'hui est une thématique que nous avons toujours autour des dîners, des déjeuners, euh, des discussions entre collègues, des discussions avec les étudiants. Et cette thématique ne s'épuisera jamais. Donc, c'est une thématique que je pense aujourd'hui est au cœur des politiques de développement, des ambitions des pays. Et je vais revenir beaucoup sur un certain nombre de choses. Et dans mon programme et dans cette conférence, c'est vraiment de vous parler des quatre choses. La première chose, c'est comment finalement, euh, avec les études empiriques, théoriques, nous pouvons définir l'industrialisation et l'innovation. Et ensuite, je vais essayer de faire un lien entre comment cette industrialisation et cette innovation a une implication fondamentale dans la recherche de l'inclusion et de la durabilité dans nos pays, et aussi revenir un peu sur sur certains exemples de réussite dans le monde, notamment regarder un peu ce que les voisins font, ce que les pays développés ont fait, ce que les pays émergents aussi ont fait, et finalement euh, conclure sur le Togo pour essayer de voir quelle est la dynamique aujourd'hui dans notre pays et comment cette dynamique peut permettre justement d'atteindre ce rêve que nous partageons tous au Togo, de voir un Togo structurellement transformé, un Togo qui justement répond aux aspirations les plus profondes des populations, notamment en termes de création d'emplois et de richesses pour toutes et tous. D'abord, l'industrialisation est un processus de fabrication de produits manufacturés qui s'effectue dans une chaîne de production à l'aide de techniques permettant une forte productivité. Donc, c'est vraiment l'accélération des processus de production qui permet justement de rentrer dans un processus d'industrialisation. Donc, cela implique effectivement des changements, tels que le passage du prototype à la production de masse. Okay. Et aussi, à côté de cette industrialisation, nous avons ce que nous appelons l'innovation. Et l'innovation, fondamentalement, désigne la recherche constante d'amélioration de ce qui existe. Donc, c'est un processus d'influence qui conduit au changement social et dont l'effet consiste à rejeter les normes préétablies. Quand l'innovation vient, euh, des fois c'est timide, mais une fois que nous avons su répondre aux besoins des consommateurs, aux besoins des populations, cette innovation s'accélère et nous passons d'un état A à un état B avec ce changement de mode de consommation. Alors, donc, pour citer l'économiste Joseph Schumpeter, donc les révolutions industrielles, en fait, naissent vraiment de ces grappes d'innovation radicale qui offrent de nouveaux horizons de croissance à l'économie. Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle, okay. donc, euh, donc l'économie Schumpeter que je veux citer ici dit les révolutions industrielles naissent en fait des grappes d'innovation radicale qui offrent de nouveaux horizons de croissance. Hein, et notamment au XVIIIe siècle, nous avons connu la révolution industrielle avec la création de la machine à vapeur, la machine à filer et les progrès de la métallurgie qui marquent en fait les débuts de l'industrialisation. De la même manière, après 100 ans, nous avons connu aussi la découverte de l'électricité, hein, les moteurs à explosion, le téléphone qui ouvre la voie et la vision que nous avons pour notre pays. Donc, c'est le lieu de rappeler aussi, justement, comme je le disais dans mon introduction, les grands pays qui ont pu faire ce bond. Dans les années 30, nous avons l'exemple de la Russie et des pays qu'aujourd'hui on appelle les BRICS, notamment Brésil, Argentine et puis Mexique, qui ont justement su mettre en place des politiques de développement qui font qu'aujourd'hui, ils sont désignés comme des pays émergents. De même, dans les années 50, nous avons la Chine, hein, la Corée du Sud et la Taïwan qui aussi ont mis en œuvre des politiques d'industrialisation et d'innovation qui sont plutôt de nature à substituer les importations.
c'est-à-dire qu'ils ont fermé les marchés autour d'eux et ils ont développé les PME-PMI et obligé le marché intérieur à pouvoir consommer les produits chinois. Et une fois qu'ils ont pu développer ces PME-PMI, ils se sont maintenant ouverts au monde. C'est des techniques qu'on ne peut plus adopter aujourd'hui. Vous serez d'accord avec moi parce qu'avec l'OMC, l'ouverture des marchés, ça devient un peu compliqué. Mais assurément, nous devons trouver des mécanismes. Et la ZLECAf aujourd'hui est une opportunité sans précédent pour les entreprises togolaises de pouvoir justement profiter de ce grand marché pour s'industrialiser. Alors, je rappelle aussi dans certaines stratégies la nécessité de créer des zones économiques spéciales. Et j'en viendrai tout à l'heure au cas du Togo, qui a fait des performances énormes là-dessus. Donc, c'est aussi des éléments fondamentaux qui permettent justement de faire en sorte que les pays puissent réserver des espaces assez structurés. Et ils mettent en place les facteurs de production, que ce soit l'eau, l'énergie, et un certain nombre d'autres facteurs comme les télécoms, pour assurer et accélérer l'industrialisation des entreprises de leur pays. Alors, venons-en au cas du Togo. Aujourd'hui, le Togo se distingue parmi plusieurs pays sur cette thématique d'industrialisation et d'innovation. Il suffit de regarder la feuille de route 2020-2025 et vous comprendrez que nous avons changé de paradigme au Togo et nous regardons aujourd'hui le Togo comme un pays qui doit s'industrialiser très rapidement, de sorte à ce que nous puissions profiter d'un certain aura au niveau de la zone UEMOA. Donc ceci se traduit effectivement par des projets à capitaux très forts, notamment quand vous prenez l'axe 1 et l'axe 2 de notre feuille de route, vous voyez très bien que la plupart des projets sont concentrés sur l'industrialisation et sur l'innovation. Je voudrais simplement citer le plus récent des projets, qui est la plateforme industrielle d'Adeti Copé, qui, en pleine période de crise, en un an, nous avons pu mobiliser plus de 200 millions d'euros pour installer une plateforme qui défie toute concurrence. Aujourd'hui, vous allez à la PIA, vous comprenez les options prises par le pays, notamment d'accélérer l'industrialisation et de faire en sorte que l'innovation soit au cœur des politiques de développement. Et l'innovation n'est pas que économique, mais l'innovation est aussi sociale. Et sur le plan social, le Togo a fait aussi des prouesses. Et en pleine crise, parce que comme c'est l'actualité, il faut citer la capacité du Togo à pouvoir prendre en charge plus d'1 million d'habitants avec la plateforme Novici. Ça, c'est une performance qui est citée dans le monde entier. Et pas plus tard que la semaine passée, le Fonds monétaire est revenu sur cette prouesse togolaise parce qu'effectivement, pour monter un projet, il vous faut 1 an pour structurer le projet, il vous faut 2 ans pour mettre en place les véhicules, recruter le personnel, mais en moins de 3 mois, on a déclenché un mécanisme qui a permis justement de couvrir les besoins sociaux de plus d'1 million d'habitants. Donc c'est une innovation sociale et aujourd'hui, dans la feuille de route, c'est d'aller plus loin. C'est vraiment voir comment profiter de cette innovation pour faire en sorte que le Togo puisse finalement régler de manière très très accélérée les problèmes de vulnérabilité et d'inégalité dans notre pays. Bon, je citerai pas plus tard que il y a quelques jours, le projet couverture santé universelle, dont la loi a été adoptée par l'Assemblée nationale et qui constitue aussi une innovation majeure. Parce que généralement, dans les systèmes de santé que vous allez voir à travers le monde, on part toujours du plus grand pour aller au plus petit. Mais ici, nous partons par des exemples. C'est une innovation en matière de développement, c'est-à-dire nous partons par des grappes. Nous avons commencé par les fonctionnaires. Ensuite, nous avons attaqué les élèves, plus de 2 millions d'élèves qui sont pris en charge par le programme School Assure, l'INAM qui prend 50 000 fonctionnaires. Et aujourd'hui, avec les retours d'expérience sur l'ensemble de ces programmes, nous allons justement vers la couverture santé universelle. Parce que quand vous prenez les 2 millions d'enfants et que vous prenez les 50 000 fonctionnaires plus les autres types d'assurances qui existent, vous avez déjà couvert 60% de la population et le reste, maintenant, vous trouvez le moyen d'accélérer et de faire en sorte qu'il y ait plus d'équité et d'égalité en prestation de soins. Alors, au vu de ces exemples, qu'est-ce que nous pouvons justement
apporter à cette jeunesse, hein, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer pour l'entreprise togolaise, la jeunesse togolaise? Je pense que l'industrialisation doit ouvrir la voie aux entreprises togolaises vers la conquête des marchés internationaux. Parce que le marché togolais étant de 8 millions, enfin 7 millions d'habitants, donc moins de 10 millions, et pour pouvoir faire les économies d'échelle, il faut un marché plus grand, notamment le marché régional, d'où je citais la question de la ZLECAf comme une opportunité. Et pour ce faire, il faut que les entreprises accélèrent leur processus d'industrialisation et d'innovation. Okay. Donc, je voudrais citer ici 5 éléments fondamentaux qui permettent justement à ces entreprises de pouvoir rencontrer le marché et d'accélérer le processus d'industrialisation. Alors, il faut d'abord accepter de se mettre ensemble, parce que c'est fondamental. Aujourd'hui, les micro-entreprises que nous avons ne pourront jamais avoir une force capable de dompter le marché, de faire de la concurrence avec la Chine, de faire la concurrence avec les États-Unis ou de faire encore la concurrence avec les pays qui nous environnent, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et j'en passe. Donc, il faut accepter de se mettre ensemble. Il faut accepter de créer des grappes d'entreprises capables d'avoir une force de proposition sur le marché. Et c'est à ce seul prix que nous pouvons mener cette bataille. Ensuite, il faut être à l'écoute des besoins du marché. Le client est roi. Il faudrait que chaque entreprise puisse se dire: je crée d'abord une entreprise, c'est pour les populations, c'est pour les consommateurs. Et il faut être à l'écoute de ce marché, mettre en place des stratégies qui permettent d'écouter ce marché. Aujourd'hui, nous avons une opportunité formidable, c'est les réseaux sociaux. Parce que vous dépensez très moins dans les coûts de communication, mais vous avez des retours très intéressants si vous êtes ouvert et vous démocratisez votre affaire, vous démocratisez votre manière de penser votre business. Ensuite, il faut être capable de financer la recherche. Aujourd'hui, faire de l'innovation, ce n'est pas que du copier-coller. Non, il faut pouvoir se départir sur ce que les entreprises proposent sur le marché. Et ça veut dire qu'il faut investir dans la recherche. Vous devez collecter les données, regarder les aspirations les plus profondes de vos consommateurs et savoir quels sont les éléments qui sont les plus probants aujourd'hui et comment va évoluer cette tendance, quelles sont les grandes tendances du marché. Et ça, il faut pouvoir investir dans cela. Ce n'est pas toujours évident. On n'a pas déjà d'argent pour financer les coûts de structure et pour financer la recherche et le développement, ça devient plus compliqué. Mais rappelez-vous du premier conseil que je vous donne, de vous mettre ensemble. Si vous mutualisez les frais de recherche et de développement, vous allez pouvoir faire face à ces dépenses liées aux recherches. Ensuite, il faut, une fois que vous avez toutes ces informations, il faut pouvoir justement aller collecter les idées, les similitudes, ressortir les principales options et maintenant mettre en place votre stratégie qui permet justement d'accélérer cette industrialisation et cette innovation dans votre entreprise. Après avoir dit ça, il faut quand même saluer, je pense, l'esprit d'innovation des entreprises togolaises et surtout de la jeunesse togolaise. Aujourd'hui, on vient de le voir quand on a fait le tour des stands. Et pour moi, c'est le lieu de saluer aussi les programmes du gouvernement qui ont permis aujourd'hui de créer un vivier d'entrepreneurs. C'est vrai, on les voit, ils sont des jeunes, ils demandent toujours des ressources avec l'appui de la directrice, enfin de la présidente de Terreau Fertile, que je salue au passage, pour son engagement auprès de ces jeunes. C'est vrai, mais c'est les Dangote de demain. Okay? C'est-à-dire qu'il va falloir voir en ces jeunes des personnes qui sont capables de porter tout un pays. Aujourd'hui, regardez les investissements, le climat des investissements dans notre pays. C'est les Burkinabés qui viennent investir, c'est les Nigériens qui viennent investir. Il faudra que dans notre vision constructive de cet avenir, nous puissions dire que ces jeunes Togolais puissent aussi investir au Burkina, investir en Côte d'Ivoire et pourquoi pas à l'extérieur de notre région. Donc, on peut les citer parce que c'est toujours bien de les nommer. L'entreprise Junabio qu'on vient de voir, qui sont des entreprises très intéressantes. Champizo, Tekenkeliba, Africube, Tonko Timati, et il y a une pléthore d'entreprises comme ça naissantes. Et ça, c'est un défi pour le gouvernement aujourd'hui, de passer à échelle, de passer à des programmes qui structurent ces entreprises et les insèrent durablement dans le tissu économique. Alors,
Donc, je voudrais finir en donnant un conseil à nous tous, parce que c'est vraiment un défi permanent. Nous devons soutenir et investir dans ces entreprises. Investir dans une entreprise des jeunes ne correspond pas forcément à une prise de participation dans le capital de cette entreprise. Le simple fait d'adopter le produit, de faire sa promotion, de lui faire des observations pour qu'elle s'améliore, est déjà un grand pas dans l'investissement dans cette entreprise. C'est pour cela que nous appelons au patriotisme économique. Et c'est le seul sentier pour pouvoir y arriver. Les pays qui ont réussi, à côté comme le Ghana, à émerger sur le plan industriel, ont reçu le soutien massif de leur population et de leurs marchés locaux. L'institution du mois d'octobre comme mois du consommé local, à mon avis, devait être étendue sur les 12 mois de l'année. Nous devons pouvoir consommer les produits togolais vraiment au quotidien. Et je terminerai par cette petite phrase. Le changement de paradigme dans le mode de consommation et la prise de conscience collective pour l'adoption des produits made in Togo sont la voie d'un Togo industrialisé et innovant qui réduit les inégalités par la création massive d'emplois et de richesses de façon durable et inclusive. Je vous remercie pour votre aimable attention. Nous remercions M. Stéphane Akaya pour cette brillante conférence inaugurale. Et nous allons continuer donc cette cérémonie avec le premier panel.